Alors, nous allons commencer par l'appel nominal. Donc, Bruno Bureau est absent, il m'a donné pouvoir. Patrick Antini. Fabienne Pasquale. Dominique Bode. Sylvie Dufour. Morgane Boutet. Christiane Prévost. Éric Chauveton. Alain Bourguignon. Bernard Play est absent, il a donné pouvoir à Christiane Prévost. Marie-Christine Duluc. Françoise Velasco. Jean-Pierre Poméro. Hervé Georges. Marie-France de Douba. Carole Bonafou. Christian Limonta. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. En retard. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Tristan Poc. Vincent Eschweir. Gradiela Clicheroux. Voilà. Je vous informe de la démission de M. Jean-Claude Saunier et de M. Jean-Michel Dornan. Leurs lettres de démission sont arrivées cette semaine. Ça a été transmis à la préfecture et les suivants de liste ont été informés. Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Bien. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 décembre. Est-ce que vous avez des remarques? Bien. On passe au vote. Qui valide ce procès-verbal? Ouais, c'est bon. Unanimité. Parfait, merci. Décision prise en application de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, décision du maire numéro 2024-64, visa préfectoral du 6 décembre 2024, fixation des tarifs dans le cadre du marché de Noël 2024. Décision du maire numéro 2024-65, visa préfectoral du 6 décembre 2024, signature de l'avenant numéro 1 au marché public 2024-01, relatif à l'organisation de l'accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire. Décision du maire numéro 2024-66, visa préfectoral du 16 décembre 2024, règlement des honoraires d'avocats, cabinet d'avocats Cornille Fouché Manetti. Décision du maire numéro 2024-67, visa préfectoral du 18 décembre 2024. Signature de l'avenant numéro 1 de prolongation du délai d'exécution du marché 2020-15, prestation de maintenance préventive et corrective des matériels de restauration de la commune de Salles. Décision du maire numéro 2024-68, visa préfectoral du 27 décembre 2024, attribution d'un marché public 2024-04 en procédure adaptée pour des prestations de transport par autocar avec chauffeur. Décision du maire numéro 2025-01, visa préfectoral du 8 janvier 2025, signature d'un contrat de cession avec Freelix Club. Décision du maire numéro 2025-02, visa préfectoral du 23 janvier 2025, signature de l'avenant numéro 1 de prolongation du délai d'exécution relatif au marché 2020-15, prestation de maintenance préventive et corrective des matériels de restauration de la commune de Salles. Décision du maire numéro 2024-03, visa préfectoral du 28 janvier 2025, avenant numéro 1, marché 2022-14, relatif à l'assurance des prestations statutaires communes. Et décision du maire numéro 2024-04, visa préfectoral du 28 janvier 2025, avenant numéro 1, marché numéro 2022-14, relative à l'assurance des prestations statutaires du CCAS. Nous allons maintenant passer à la première délibération, avance sur subvention du Centre communal d'action sociale, et je passe la parole à Sylvie Dufour. Vu la tenue de la commission municipale finance-budget en date du 30 janvier 2025, considérant la nécessité de fonctionnement du CCAS et le besoin en trésorerie dans l'attente du vote du budget primitif 2025, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider le versement d'une avance sur la subvention au Centre communal d'action sociale pour un montant de 150 000 € et de dire que les crédits seront inscrits au budget 2025. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui s'abstient pour cette délibération? Qui vote contre? Merci. Délibération numéro 2025-02, demande de subvention État au titre de la DETR, et je passe la parole à Séverine Place-Hans.
Vu la délibération numéro 2023-60 du 2 octobre 2023 pour laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire, notamment pour demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de subventions. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 30 janvier 2025, après avoir entendu l'exposé du maire concernant la réalisation d'un terrain de football synthétique pour un montant de 969 325 € hors taxe et le taux de financement demandé de 50% au titre de la DETR. Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention des subventions État exercice 2025, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter l'opération de la réalisation d'un terrain de football synthétique pour un montant de 969 325 € hors taxe et le taux de financement demandé de 50% au titre de la DETR, d'adopter le plan de financement suivant. Donc dans le tableau, vous retrouvez bien le coût prévisionnel de l'opération de 969 325 € et quelques lignes en dessous, l'objet de la délibération, la DETR à hauteur de 50%, de décider de présenter un dossier de demande de subvention d'État DETR dans le cadre de la programmation 2025 pour une subvention de 50%, soit 484 662,50 €, de s'engager à financer l'opération de la façon suivante. Vous avez un tableau récapitulatif. De dire que la dépense pourra être inscrite au budget 2025, article 2312, section d'investissement, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l'opération ci-dessus référencée. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui vote contre? Merci. Demande de subvention État au titre de la DESIL, délibération 2025-03. Je passe la parole à Patrick Antini. Donc, vu la délibération numéro 2023-60 du 2 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal a donné délégation au maire, notamment pour demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Vu la tenue de la commission Finances-Budget en date du 30 janvier 2025, après avoir entendu l'exposé du maire concernant la tranche 1 de la réfection de la couverture et de la charpente du château de Salles et le taux de financement demandé de 50% au titre de la DESIL 2025. Après avoir pris connaissance des conditions d'obtention des subventions d'État, exercice 2025, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter l'opération relative à la tranche 1 de la réfection de la couverture et de la charpente du château de Salles et le taux de financement demandé de 50% au titre de la DESIL 2025, d'adopter le plan de financement suivant. Et vous avez donc le tableau qui a été vu en commission finances, voilà, pour un coût provisionnel de 837 543 €, où vous pouvez retrouver la ligne DESIL pour 418 700 €. De décider de présenter un dossier de demande de subvention État DESIL dans le cadre de la programmation 2025 pour une subvention de 50%, soit 418 700 €, de s'engager à financer l'opération de la façon suivante, et vous le trouvez, le tableau des répartitions. Voilà, de dire que la dépense pourra être inscrite au budget 2025, article 2313, section d'investissement, et d'autoriser le maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de l'opération ci-dessus référencée. Avez-vous des questions? Mes chers collègues, nous délibérons, nous délibérons sur la demande de subvention relative à la tranche 1 de réfection de la couverture et de la charpente du château. Vous avez déjà investi 190 000 € une première fois pour la même opération. Cette dernière est beaucoup plus lourde et conséquente. Pouvez-vous donc nous rappeler en quoi avait consisté la phase initiale et nous préciser plus en détail la nature des travaux de cette nouvelle tranche de travaux? Le château de Salles sera-t-il, au terme de ces travaux, hors d'eau, hors d'air? Qui dit tranche 1 dit naturellement tranche 2. Merci donc de bien vouloir nous indiquer quels sont les travaux et les parties de bâtiments qui pourraient faire l'objet ultérieurement d'une nouvelle tranche. Y aura-t-il une tranche complémentaire? Enfin, je ne peux pas imaginer qu'à ce stade, vous n'ayez pas une idée globale de la totalité des travaux à entreprendre pour restaurer totalement l'édifice. Là encore, je vous saurai gré
de bien vouloir nous apporter tous les éléments indispensables de nature à nous rassurer quant au bien fondé de cette entreprise de restauration conséquente sur un plan financier. Sur les travaux qui ont été faits l'année dernière, c'était pas du tout la même chose, c'était la couverture en fait. C'était la mise en sécurité, le bâchage de la toiture pour éviter... Dans la délibération de l'année dernière, couverture, c'était la couverture. En tout cas, les 190 000 euros. Enfin, les travaux qui ont été engagés, ils sont aux alentours de 190 000 euros et c'était la couverture. La mise en sécurité et le bâchage, en fait. D'ailleurs, on l'a vu. Ensuite, cette tranche 1, donc c'est couverture charpente du château, bien sûr ça se fera par tranche. Les tranches 2 et complémentaires, ça sera en fonction des aides que nous pourrons avoir et bien évidemment des capacités financières de la commune. On a priorisé là cette tranche 1 parce que c'est celle qui était la plus soutenable pour le budget 2025 si on a la subvention, et c'est aussi pour effectivement éviter que ça se dégrade encore plus. Quant à savoir, parce que plus ça se dégrade et plus il y aura des surcoûts, hein. Donc voilà, là il faut quand même faire cette tranche 1. Quant au montant global des travaux du château, je ne peux pas donner de réponse aujourd'hui. Je n'en ai pas d'idée précise. C'est vraiment sur du long terme. On l'a déjà dit plusieurs fois. Ça sera vraiment sur plusieurs années. Donc voilà. Donc, moi, je ne sais pas, Patrick, si tu veux, si tu as des éléments particuliers. Et alors après, il y avait quoi aussi ? Le bien fondé de cette délibération, c'est pour éviter effectivement que ça se dégrade encore plus. Voilà. C'est toutes les toitures en ardoise. Là, pour cette délibération-là, c'est toutes les toitures en ardoise. Y a-t-il d'autres questions ? Oui. Le gros corps central avec les... Pardon ? Oui. On refera à l'identique. Enfin, en tout cas, c'est l'évaluation qui est faite, c'est pour une reconstruction à l'identique avec cette toiture en ardoise. Y a-t-il d'autres questions ? Juste une question annexe, mais si vous n'aviez pas donc, les 50% sollicités, qu'est-ce que vous ne le faites pas? C'est-à-dire qu'en fait, c'est 50 ou rien? Ou, enfin, je ne sais pas, vous vous dites... on demande 50. Si on a 48 ou si on a 40, on se reposera la question. Ce sera 40, 45, si on a 5%, voilà, il faudra revoir après. Parce que là, le tableau, il est fait de façon à ce qu'avec les 50%, on serait sur des fonds propres à hauteur de 138, 140 000 euros et sur un emprunt à 200 000 euros. Quand on aura l'attribution de subventions, qu'on espère vraiment à 50%, dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, il faudra revoir le modèle de financement, puisque bien évidemment, les fonds propres et les emprunts devront être plus importants. Et la question se posera à ce moment-là, en fonction de l'exécution du budget qu'on aura à ce moment-là. Et la conjoncture, elle a vraiment changé. Est-ce que vous avez regardé s'il y a des situations analogues? Est-ce qu'il y a des communes qui ont obtenu des subventions de 50%, parce que ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui, monsieur le DGS, c'est vous qui avez fait le plan de financement, je veux bien, vous avez regardé. Qu'on se donne du nous, mais c'est pas très réaliste en même temps. Voilà. Hein. Alors on demande de plus pour la fourchette va de 20 à 80. Pardon? La fourchette va de 20 à 80%. De 20 à 80%. On a mis 50. Sur cette opération-là? Sur cette opération-là. Oui, sur ce type d'opération-là. Sur vraiment ce type d'opération. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une vue globale de vous voulez aller sur ce sujet-là, parce que vous allez refaire le toit. Si on ne fait rien derrière, le toit, on le refera dans 5 ou 10 ans. Non. Si c'est pas chauffé, la toiture, elle va aussi se dégrader de la même façon qu'elle s'est dégradée auparavant. Faut espérer que si on refait... Ça serait quand même bien d'avoir une vision globale de ce que vous voulez en faire et quel en est le budget total de votre ambition. Ah, j'ai pas la réponse. J'avais bien compris.
faut bien commencer. Parle-toi. Ah bah, ce qu'elle voudra. Ce qu'elle voudra. Bah. Oui. C'est bien de l'avoir, la volonté politique, mais derrière, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de projet. Je ne parle même pas des projets que vous ferez derrière, mais pour restaurer ce château. On aura les financements au fur et à mesure, au fur et à mesure des projets, des appels à projets. projets. On n'est pas contre, mais c'est que c'est un petit peu au bonheur de la chance, quoi. C'est ça qu'on trouve. Alors c'est pas au petit bonheur la chance, là c'est cette tranche-là qui a été choisie parce qu'effectivement ça devient important de le faire, sinon peut-être que la somme d'ici quelques temps sera multipliée par 2. Alors à ce moment-là, vous vous dites, le château c'est une priorité et vous faites une programmation pluriannuelle. Et là on dit ok, là on sait où vous allez. Mais là, vous mettez ça, l'année prochaine, on ne sait pas quelle sera l'équipe qui sera en place. Elle aura peut-être l'équipe qui sera en place, elle aura peut-être d'autres projets plus prioritaires que celui-là. Et finalement, on aura une petite partie de la totalité du bâtiment qui sera remise à peu près en état et pas le reste. Voilà, c'est le regret. Moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Moi, je dis simplement que c'est des sommes colossales quand même, parce que donc, ça veut dire que là, c'est 1 million d'euros. Les 800 quelques mille plus les 200 qui ont été mis, c'est quand même 1 million d'euros. Et puis finalement, on ne sait pas. Voilà. C'est la seule chose que... Moi, ce qui me surprend, c'est que l'argent public qui nous est donné, il n'y a pas un projet adossé à ça. C'est-à-dire qu'on va nous donner 1 850 000 euros et on va leur dire c'est juste pour rénover un toit. Oui, mais c'est rénover du patrimoine. Oui. Du patrimoine d'un bâtiment qui, à terme, au fur et à mesure des rénovations, pourra être un bâtiment qui va accueillir des services publics. Normalement, on regarde un projet global et on dit on fait 10 tranches, on en a pour 10 ans, ça va coûter 15 millions d'euros. Au moins, on est tous au courant de ce que ça va coûter. Mais on peut faire pendant notre mandature que ça. Mais au moins, il y a une vision stratégique de ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on va réparer un toit. Et tout le reste, on ne va pas le faire. On le fera au fur et à mesure des budgets. On ne peut pas, dire aujourd'hui, on va mettre 15 millions d'euros. Moi, je ne sais pas aujourd'hui quelles aides on pourra avoir. Parce que faire un budget, c'est dire combien ça va nous coûter, mais aussi comment on va le financer. Aujourd'hui, les subventions, on les demande au fur et à mesure, notamment là, aujourd'hui, la DESIL. On ne peut pas dire 15 millions, on espère avoir 8 millions de subventions. On ne sait pas. Le coût global, c'est très difficile, puisqu'il n'est pas imaginé, il n'est pas projeté. C'est ça la difficulté, c'est que là, c'est 800 000, mais on ne sait pas le coût global que vous voulez en faire et pourquoi on va en faire, pourquoi on veut le faire. C'est-à-dire que, moi, je suis très surpris que l'État nous donne des dotations sans savoir vers où on va. C'est la partie centrale. Ça veut dire que donc il y a les ailes derrière. Donc vous imaginez. Moi, je trouve ça presque choquant, franchement, parce que c'est pas des petites sommes, c'est des grosses sommes. Non, mais je suis bien d'accord. Donc ça veut dire que alors vous avez choisi parce que pour des raisons financières, pour des raisons budgétaires, donc ces travaux-là, mais peut-être que vous ne pouvez pas faire les autres parce que justement on n'a pas les moyens, je vais dire. Et voilà. Donc, pour moi, ça tient pas debout. Ça paraît pourtant logique de commencer par faire les charpentes et le toit avant de commencer à faire le carrelage.
j'espère aussi. Tu as des choses à rajouter, Bruno ? Quand on fait des projets comme ça, je pense qu'il y a plusieurs tranches. On sait où on veut aller. Il y a des projets derrière pour la mairie, pour les jeunes, pour des gens qui viendront utiliser les locaux. Aujourd'hui, on fait une première tranche sur la toiture. On ne veut pas qu'à l'intérieur ça pourrisse et que ça amène des champignons et d'autres choses. Donc on est obligé de faire la toiture. Mais derrière, il y aura des travaux sur les menuiseries, sur l'intérieur, quand on aura les budgets. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'État nous donne moins en moins de budget. Donc chaque année, on fera avec les moyens du bord. Déjà, de dire qu'il va y avoir des huisseries, c'est déjà pas mal. Ça, on a avancé par rapport à un toit. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est la destination. Parce que imaginez que vous fassiez un toit et que pour une idée qui nous dépasse, le toit ne convienne pas à la destination finale. Je prends l'exemple, on veut un toit en verre par la suite parce qu'on veut faire une médiathèque ou ce genre de choses. Oui. Donc ça veut dire qu'on va refaire des travaux sur ce qu'on aura déjà programmé auparavant. C'est pour ça que la vision globale, elle est importante. Je comprends qu'on échelonne les travaux, mais quand on sait globalement ce qu'on va en faire. Excusez-moi Vincent, mais la vision globale, c'est restaurer ce bâtiment, qui est quand même un bâtiment qui relève du patrimoine communal. On a fait cet achat, on a récupéré des terrains, on a récupéré du bâti à restaurer, on en a besoin, tout est sous-dimensionné sur la commune. On va y aller étape par étape. Le projet global, c'est de restaurer l'ensemble, de toute façon. Et petit à petit, ça se précise, ce n'est pas un projet anodin, il se construit tranquillement. Donc là, on protège, on continue à protéger, on refait les toitures, on fait en sorte que le bâtiment ne se dégrade pas davantage et la suite va avancer gentiment avec la destination. De toute façon, il y aura des services publics et après, il y aura certainement de différents services, oui. C'est en cours de construction. Moi, ça ne me paraît pas extraordinaire. Voilà, c'est un phasage de rénovation. Dans un premier temps, on protège et puis derrière, on va construire aussi. Moi, ça ne me paraît pas extraordinaire. Vas-y. Oui, quand vous demandez de l'argent à l'État, je sais pas, moi je suis l'État, vous me présentez un dossier. Dans le dossier, je voudrais savoir pourquoi on fait ça. On fait un toit, ok, mais la finition, ça va être quoi? On va en faire quoi? Moi je poserai la question, qu'est-ce que vous dites à l'État? Là, on va dire que c'est la rénovation. Ils vous le demandent pas, l'État? La rénovation des toitures d'un bâtiment communal. La rénovation. Après, dans ce que vous venez de dire, vous le savez tous qu'on va y faire. On s'en est jamais caché. On veut y transférer des services publics et notamment la médiathèque. Et pourquoi, si on le sait, pourquoi on ne l'écrit pas alors? Pourquoi on ne le détermine pas? Parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore à l'étape médiathèque. Ça sera peut-être dans 10 ans, j'espère avant. Mais voilà, on est à c'est difficile de faire un PPI. Tu parlais de la salle des fêtes. Bon, mais là, on savait que c'était sur 2 ans. On avait le projet global sur 2 ans. On a fait, on a scindé la somme sur deux budgets. Là, on est peut-être, alors je voudrais pas dire n'importe quoi, mais si je dis 20 ans, je suis peut-être pas hyper loin. Voilà. 20 ans, ça me paraît un petit peu excessif, mais ça dépend effectivement d'une contingence. Mais je crois que opère l'objectif initial qui était la préservation et la sauvegarde d'un bâtiment historique de salles. Et les travaux ont été déterminés par un architecte des bâtiments de France. Hein. C'est-à-dire que la volonté, c'est la reconstitution à l'identique. La priorisation s'est faite par l'état général de la structure. En clair, l'ardoise, c'est-à-dire que si les toits en ardoise, la charpente en dessous, vous savez tous que l'ardoise coûte beaucoup plus cher que la tuile, donc laisser pourrir en dessous la charpente et il y a beaucoup plus de façons et ça coûte beaucoup plus cher. L'objectif était de prioriser donc les 3 tours. Vous voyez un petit peu les 3 tours qui sont en ardoise au fond. C'était l'objectif et c'était le plus coûteux. Et la remise en état, là, on ne serait plus du tout sur les mêmes budgets.
Et l'objectif, je vous rappelle de l'achat du château à l'époque où la plupart d'entre vous avaient voté favorablement, c'était la préservation du patrimoine historique de Salles, puisque c'est quand même un château qui a des parties qui datent du XVIIe siècle pour les parties inférieures. Donc c'était l'objectif initial. Et là, l'objectif, c'est toujours de maintenir peu ou prou les caractéristiques. Hein. Ce n'est pas d'en faire un bâtiment neuf, rénové, de mettre du bac acier. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. Monsieur Fourny, pour une fois, on a été un peu précis, c'est bien parce que c'est la rénovation globale. Mais si l'architecte des bâtiments de France a fait des cotations sur la totalité de la rénovation, mais transmettez-le-nous. L'objectif initial, je vous rappelle, c'était la protection. Il y a eu un premier temps, ça a été le bâchage avec la protection pour éviter que le château se dégrade encore plus qu'il n'était dégradé et de voir ce qu'il y avait lieu de faire. Là, l'estimation de l'architecte des bâtiments de France, il n'y a pas de secret, hein, il a été financé par le budget communal, portait sur la rénovation des toitures. Donc il n'y a pas de difficulté, tous les éléments sont connus. Hein. Sur le reste des toitures, on ne connaît pas le montant. Si vous les avez, ça nous intéresse. Il n'y a pas de problème. Le montant est à peu près de 2 millions d'euros sur la globalité. Merci, monsieur le directeur général des services. Je ne sais plus. Bien, on va passer au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui vote contre? Merci. Délibération 2025-04, état d'assiette et destination des coupes de bois année 2025. Je passe la parole à Christiane Prévost. Vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité et Forêt en date du 31 janvier 2025, considérant la proposition du programme des coupes de l'année 2025 présentée par l'Office national des forêts, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver la proposition du programme des coupes de l'année 2025 proposée par l'ONF et annexée à la présente délibération, de décider que les coupes des parcelles numéro 1, numéro 2A, numéro 4B, numéro 11, numéro 12B, numéro 27, numéro 28 et numéro 29A seront vendues façonnées. De décider que les bois participeront aux ventes groupées de l'ONF en vue d'alimenter les contrats d'approvisionnement existants avec des transformateurs de bois, conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code forestier, et que l'exploitation sera réalisée par l'ONF dans le cadre de conventions de vente et exploitation groupée. D'autoriser Monsieur le maire, au nom de la commune, à signer les documents afférents et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de commercialisation du bois. De dire que la recette sera inscrite au budget communal. Avez-vous des questions? La recette, c'est 53 550 euros. 53 550 euros. On passe au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Délibération 2025-05, modification du périmètre du SDEG. Je passe la parole à Fabienne Pasquale. Vu les délibérations des communes de Jugazan, La Réole, Le Tuzan, Bassanne, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Blésignac, Floirac, Blégnac, Brouqueyran, Camillac et Saint-Denis, Cour-de-Montségur, Cours-les-Bains, Étaulier, Frontenac, Gans, Noyac, Pujol, Sainte-Radegonde, Savignac, Sigalens et Sillas, par lesquels elles ont demandé leur adhésion au syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde et le transfert d'une compétence exercée par le syndicat. Vu la délibération du comité syndical du SDEG en date du 17 décembre 2024, vu la notification faite par le SDEG de la volonté desdites communes de devenir membre du syndicat, vu la tenue de la commission municipale Travaux, Accessibilité et Forêt en date du 31 janvier 2025,
Conformément aux dispositions de l'article L5211-18 du CGCT, le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale peut être étendu par arrêté du représentant de l'État dans le département. Cette extension est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chaque commune membre de l'EPCI dans un délai de 3 mois à compter de la notification visée ci-dessus. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'accepter l'adhésion des communes précitées au SDEG et l'extension du périmètre du syndicat. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Je ne prendrai pas part au vote. Déporte, okay. Donc, qui s'abstient sur cette délibération? Qui vote contre? Merci. J'avais oublié de dire que c'était Eric Chauveton, le secrétaire de séance. Tu le savais? D'accord. Pardon. C'était un peu... T'as tout enregistré, merci. Délibération 2025-06, rétrocession et intégration de la centre urbaine entre la rue du Champ de Foire et la rue Vauchamp. Je passe la parole à Françoise Velasco. Vu la commission travaux accessibilité forêt en date du 31 janvier 2025, vu la demande de permis de construire déposée le 21-10-2019 par la SAS Synonyme Programme, enregistrée sous le numéro PC 033 498 19K 0130 et accordé le 17 février 2020, vu la délibération 2021-14 en date du 12 avril 2021, par laquelle le conseil municipal a approuvé la convention définissant les modalités de transfert de la commune de Salles des équipements de la liaison douce traversante identifiée l'OC, dans le cadre du permis de construire 033 498 19K 0130 M02. La SAS Synonyme Programme, filiale de Nexity, a obtenu en date du 17 février 2020 un permis de construire valant division parcellaire enregistré sur le numéro PC 033 498 19K 0130 pour réaliser un ensemble de 2 bâtiments collectifs comprenant 46 logements en mixité sociale sur un terrain 6 rue de la Haute-Lande et rue Vauchamp dans le centre-bourg. L'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la ou les voies et qu'au terme de l'article L141.3 du Code de la voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'accepter à l'euro symbolique la rétrocession de la centre urbaine entre la rue du Champ de Foire et la rue Vauchamp, de prononcer après la rétrocession le classement de la centre urbaine dans le domaine public routier communal, d'autoriser après la rétrocession le maire, ou en cas d'indisponibilité les personnes désignées, à effectuer les démarches administratives et à signer les actes nécessaires, formalisant le classement et l'intégration dans le domaine public communal de la centre et des réseaux y afférents, et de mettre à jour le tableau des voiries communales relevant du domaine public communal, de donner tout pouvoir au maire d'accomplir les démarches et formalités nécessaires pour formaliser le transfert amiable de la propriété, classer ces biens dans le domaine public, modifier le tableau de classement de la voirie communale et le document cadastral, de préciser que la rétrocession sera réalisée à titre gratuit et que les frais de géomètre et d'acquisition liés à toute démarche nécessaire au transfert de propriété seront pris en charge par la SAS Synonyme Programme. Avez-vous des questions? Donc on passe au vote. Qui s'abstient pour cette délibération? Qui vote contre? Délibération numéro 2025-07, accueil et gratification des stagiaires. Je passe la parole à Vanessa Daniel. Des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. La période de stage peut faire l'objet d'un versement d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification mensuelle dont le montant forfaitaire, accordé en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé par le montant applicable conformément au texte en vigueur. Le versement d'une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur est obligatoire lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs
ou si au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de 2 mois de manière non continue. Facultative lorsque le stage est inférieur ou égal à 2 mois. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie financière. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'autoriser l'accueil de stagiaires de l'enseignement supérieur, de décider d'instituer le principe du versement d'une gratification mensuelle et d'appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur, de décider que les modalités de versement de la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur évolueront en fonction de la réglementation applicable, de prévoir les crédits nécessaires au budget et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à l'accueil de stagiaires et notamment les conventions conclues avec les établissements de l'enseignement supérieur. Avez-vous des questions? Comme je l'ai expliqué en commission finance, cette délibération, en fait, on avait la loi qui déjà disait que c'était obligatoire de rémunérer les stagiaires qui avaient donc une session de stage supérieure à 2 mois. Pour autant, il est nécessaire de prendre une délibération pour la transmettre au service de gestion comptable de façon à ce que ces stagiaires puissent être rémunérés. La précision en plus, c'est de rémunérer les stages inférieurs à 2 mois. Non, c'est facultatif. Oui, mais qu'est-ce que... inférieurs à 2 mois. Est-ce que ça donne l'autorisation à la mairie de payer les stagiaires qui font un stage inférieur à 2 mois? La loi dit que c'est obligatoire supérieur à 2 mois, facultatif en dessous de 2 mois. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en signant ça? Nous, on reste sur la loi. D'accord. Donc, on ne rémunère que les stages supérieurs à 2 mois. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui s'abstient pour cette délibération? Qui vote contre? Création et recrutement de contrats d'engagement éducatif, année 2025, délibération numéro 2025-08. Je passe la parole à Éric Chauveton. Pour répondre aux besoins annuels de renfort saisonnier d'animateurs dans la collectivité, il est proposé de recourir au contrat d'engagement éducatif, CEE, en 2025. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux personnes qui participent de façon occasionnelle pendant les vacances scolaires ou les mercredis à des fonctions d'animation ou de direction d'accueil collectif de mineurs. Il bénéficie de mesures dérogatoires et offre une souplesse de gestion en termes de temps de travail, de repos du salarié et de rémunération. La personne recrutée devra justifier des qualifications exigées et être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs, article L 432-4 du Code de l'action sociale et des familles. La rémunération quotidienne des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,2 fois le montant du salaire minimum de croissance. Et donc cela fait une rémunération par jour qui ne doit pas être inférieure à 26,14 € brut. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Article D 432-2 du Code de l'action sociale et des familles. La collectivité propose de fixer la rémunération comme suit. Pour les fonctions animateurs ALSH, vacances et mercredis, rémunération journalière brute, 70 €. Pour les animateurs séjour, 85 €. Pour les directeurs ALSH, vacances et mercredis, 90 €. Et pour les directeurs séjour, 100 €. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le recours au contrat d'engagement éducatif pour l'année 2025, d'autoriser le recrutement d'animateurs en contrat d'engagement éducatif, de fixer le montant de la rémunération journalière brute comme suit. Animateur LSH vacances et mercredis, 70 €. Animateur séjour, 85 €. Directeur LSH vacances et mercredis, 90 €. Directeur séjour, 100 €. Avez-vous des questions? On est un peu plus généreux que ce que la loi oblige quand même. Hein, parce que 26,14 € par jour, c'est quand même pas énorme. Oui, c'est à partir du 1er mai, ça double. Je voulais juste préciser ça. Et
Enfin, ce sera 51 € à partir du 1er mai. Ça va changer cette année. Par contre, ce contrat-là, il est souple, parce que comme c'est marqué dans la délib, mais en fait, c'est souple pour l'employeur. Hein. C'est quand même un contrat qui est pas très sympa pour les employés, quoi. Parce qu'ils font beaucoup d'heures dans la journée. Ils ont droit à 11 heures de repos consécutifs, ça c'est d'accord. Un jour par semaine seulement de congé. C'est quand même un contrat qui n'est pas très sympa. En fait, c'est un contrat qui permet quand même à des jeunes de travailler dans nos accueils de loisirs. Il faut quand même savoir que ce contrat est encadré parce que même si on fait un contrat, par exemple, sur une année glissante, un CE ne peut pas être supérieur à 80 jours. Donc c'est souvent en fait des animateurs qui viennent, c'est souvent des étudiants en fait, hein, qui viennent le mercredi, les petites vacances, pas forcément les grandes vacances ou alors sur un temps très court, puisque sur les grandes vacances on a plutôt recours à des emplois saisonniers, d'animateurs saisonniers, avec un cadre de droit du travail différent. Ça permet quand même à des jeunes, moi je trouve, d'avoir sur une année la certitude que sur une collectivité, ils vont travailler tant de jours pendant, puisqu'on leur dit avant, voilà, on aura besoin de vous, on les place sur le mercredi, on les place sur les petites vacances. Oui. Pardon. J'ai été animatrice dans ma jeunesse et ce contrat-là, il est précaire. Alors, le contrat permet de faire 11 heures, mais chez nous, ils ne font jamais 11 heures. Aucun animateur, d'ailleurs, ne fait 11 heures de travail d'affilée. Est-ce que vous avez d'autres questions? On passe au vote. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui vote contre? Merci. Alors, délibération 2025-09, recrutement d'agents contractuels et création d'emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, année 2025. Je passe la parole à Carole Bonafous. Il est nécessaire de recruter du personnel pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité au sein des services. Enfance-jeunesse pour l'animation et l'encadrement des accueils de loisirs sans hébergement, ALSH, durant les vacances scolaires et les séjours proposés durant les vacances, ainsi que pour l'entretien des locaux et assurer les services de restauration durant la période estivale. Sport pour l'animation et le déploiement du dispositif CAP 33. Technique pour le renfort des équipes voirie, forêt, espaces verts, stade, propreté urbaine et festivités. Considérant que le préalable au recrutement de ces emplois saisonniers est la création d'emplois non permanents au tableau des effectifs des contractuels, après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider de la création de 7 emplois non permanents à temps complet dans la filière d'animation à l'échelle de rémunération C1, décider de la création de 5 emplois non permanents à temps complet dans la filière technique à l'échelle de rémunération C1, modifier le tableau des effectifs des agents non titulaires comme indiqué en annexe, autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement d'agents contractuels sur ces emplois non permanents dans les conditions fixées par l'article L 332-23, paragraphe 2 du CGPFP, dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ces recrutements. Avez-vous des questions? Donc, les postes créés sont en bleu sur votre tableau des effectifs qui a été donné en annexe. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Merci. Des abstentions, pardon. 3, 2, 3 3. Bien. L'ordre du jour du conseil municipal est terminé. Nous allons maintenant passer aux questions diverses. Nous avons reçu 2 questions de M. Tristan Poc. Si tu veux bien nous lire la première, s'il te plaît. Monsieur le maire, mesdames, monsieur le maire non, parce qu'il n'est pas là, je suis désolé. Mesdames, messieurs les élus, lors du conseil municipal du 12 février 2024, l'Assemblée mandatait à l'unanimité le centre de gestion de la Gironde
pour le lancement d'une consultation pour la passation d'une convention de participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire santé et ou prévoyance. À la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance numéro 2021-175 du 17 février 2021, codifiée au sein du Code général de la fonction publique territoriale et du décret numéro 2022-581 du 20 avril 2022, les collectivités territoriales en établissement public devront au minimum participer au financement des garanties de prévoyance lourdes à hauteur de 7 € par mois et par agent à compter du 1er janvier 2025, participer au financement des garanties de la complémentaire frais de santé à hauteur de 15 € par mois et agent à compter du 1er janvier 2026. Dans la délibération afférente, il était proposé de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu'il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation relative aux risques santé et ou prévoyance souscrite par le Centre de gestion de la Gironde à compter du 1er janvier 2025. Parallèlement et préalablement, la collectivité avait adopté, là aussi à l'unanimité, une délibération en date du 14 novembre 2022, devançant ces échéances obligatoires tant sur la prévoyance que sur la santé, pour des montants en 2025 respectivement de 7 € et 10 €, et pour 2026 de 7 € et 15 €, qui correspondent au montant plancher fixé par la loi. Dans ce contexte, je vous serai reconnaissant de bien vouloir nous faire un point complet à ce jour sur ce dossier, dont il est bien précisé qu'il demeure l'un des outils clés de la politique sociale des employeurs publics territoriaux. Donc, je vais répondre à cette question. Donc, cette question concernant la participation de la commune à la protection sociale complémentaire de ses agents se scinde en deux volets. Donc, le volet d'abord modalité de contractualisation et le volet montant de la participation de l'employeur. Ces deux aspects sont bien sûr étroitement liés et pour que tout le monde comprenne, il est essentiel de distinguer les deux composantes de la protection sociale complémentaire. Il y a d'abord la prévoyance qui couvre les risques d'invalidité temporaire ou permanent ainsi que le décès et la santé qui prend en charge les frais liés à la maternité, aux maladies et aux accidents. Ces deux volets doivent être traités séparément car les montants de participation des collectivités locales diffèrent pour chacun. Selon le décret donc, numéro 2022-581 du 20 avril 2022, les obligations de participation de l'employeur sont les suivantes. Tu l'as dit dans ta question, je le remets dans la réponse. Prévoyance, à partir du 1er janvier 2025, une participation minimale de 7 € par agent et par mois est requise. Santé, à compter du 1er janvier 2026, la participation minimale est fixée à 15 € par agent et par mois. Comme tu l'as souligné, la commune a anticipé ses obligations légales en établissant le plan de participation suivant. C'est-à-dire qu'en 2023, nous avons versé 5 € par agent au titre de la participation santé. En 2024, 10 € par agent au titre de la participation santé. Depuis le 1er janvier 2025, 10 € par agent au titre de la participation santé et 7 € au titre de la participation prévoyance. Par mois, bien sûr, ces montants. En 2026, nous verserons 15 € au titre de la participation santé et 7 € au titre de la participation prévoyance si la loi reste telle qu'elle est aujourd'hui. Par délibération, la commune a donc décidé de participer à la consultation organisée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde pour sélectionner des organismes assureurs. À l'issue de cette consultation, les organismes suivants ont été retenus. Pour la prévoyance, c'est Territoria Mutuelle. Pour la santé, c'est la Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales. La commune aura la possibilité d'adhérer à ces contrats au moment jugé opportun. Un protocole d'accord national a été signé le 11 juillet 2023 entre les employeurs territoriaux et les organisations syndicales visant à renforcer la protection sociale des agents territoriaux. Cet accord prévoit une adhésion obligatoire des agents à un contrat collectif proposé par l'employeur avec une participation minimale de 50% de ce dernier. Cependant, à ce jour, le décret d'application de cet accord n'a pas encore été publié, ce qui crée une incertitude quant au montant de participation de l'employeur et à leur évolution. À ce jour, le contrat de protection proposé par le centre de gestion est à un taux supérieur de celui que nous avons actuellement négocié pour les agents de la collectivité, au titre duquel les agents sont mieux assurés et mieux couverts. C'est pour ça qu'on n'a pas encore adhéré au contrat de groupe. Pour autant, et dans le cas où le décret d'application de l'accord national signé en juillet 2023 interviendrait dans le courant de l'année 2025, nous allons anticiper ces conséquences en intégrant dans le budget 2025 une participation à hauteur de 50%. Cela va avoir une incidence non négligeable sur le montant de la masse salariale, mais cela sera une avancée pour la couverture sociale des agents de la collectivité et c'est bien là l'essentiel. Voilà ma réponse à la première question. Deuxième question.
Mesdames, Messieurs les élus, lors du conseil municipal du 14 juin 2021, l'Assemblée votait à l'unanimité la mise en place de l'open data. Dans la délibération présentée, il était fait mention que l'ouverture des données publiques permet de favoriser la transparence de la vie publique à l'égard de ses administrés en constituant une source fiable pour les citoyens et plus généralement de tout un tas de facteurs positifs qui au final auront vocation à améliorer la prise de décision, augmenter la performance des services publics et susciter même le développement de nouvelles activités. Bref, en quelque sorte, on nous vendait un produit avec son packaging très alléchant. Et pour être franc, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur les changements qu'allait dans les faits générer cette décision à partir du moment où on ne sent pas la collectivité réellement investie, mais seulement soucieuse d'appliquer un texte de nature législative et réglementaire. Très concrètement, que ce soit sur le site de la ville ou au moyen d'autres supports, force est de constater que nous ignorons quelles sont les données ou documents en partage qui ont été ouverts au public depuis le vote du texte susmentionné. Qu'en est-il réellement 3 ans et demi plus tard ? La ville de Salles s'étant donc engagée dans une démarche d'ouverture, je vous remercie dès lors de bien vouloir nous indiquer quelles ont été les avancées permises par la mise en place de l'open data dans notre commune, quelles sont les données qui ont été concernées et sur quelle plateforme les consulter. Alors, l'open data communal consiste en la mise à disposition de données publiques par les communes dans des formats libres, accessibles et réutilisables. Cette initiative permet aux citoyens, entreprises et chercheurs d'accéder à des informations pertinentes sur leur territoire. L'accès aux données communales, il y a les différents portails Open Data nationaux, plateformes telles que data.gouv qui centralisent les données publiques françaises et les sites internet municipaux. De nombreuses communes publient leurs données directement sur leur propre site web. Par exemple, depuis la délibération du 14 juin 2021, la ville de Salles s'est engagée dans une démarche progressive visant à répondre aux exigences de transparence et d'accessibilité des données publiques. Consciente des enjeux liés à l'open data, la municipalité a structuré la mise à disposition des informations en tenant compte des contraintes techniques et réglementaires. À ce jour, plusieurs catégories de données ont été ouvertes au public, notamment les données budgétaires et financières, budget primitif, compte administratif et annexes, marché public, informations sur les appels d'offres et les attributions, données géographiques et urbanistiques, dématérialisation des actes d'urbanisme, base des adresses postales qui sont certifiées et géolocalisées à 90%, compte rendu et délibération du conseil municipal, décisions et discussions des assemblées locales. Ces informations sont accessibles via le site internet de la commune ou sur les bases nationales et sont régulièrement mises à jour en fonction des nouvelles données disponibles et des obligations légales en vigueur. Il est essentiel de noter que l'open data ne se limite pas à la simple mise à disposition de certaines données, mais implique que ces dernières soient extractibles numériquement pour divers usages. Par exemple, les documents budgétaires disponibles en format PDF pourraient être intégrés dans des logiciels pour fournir des analyses statistiques à l'instar de la plateforme data.gouv qui recense les budgets de nombreuses collectivités. Cette démarche s'inscrit donc dans le cadre légal établi par la loi numéro 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une république numérique qui impose aux communes de plus de 3500 habitants et employant plus de 50 agents de publier en ligne sous forme de données ouvertes un certain nombre de documents administratifs. Pour respecter ces obligations, la commune de Salles a conclu une convention avec Gironde Numérique. Cet appui technique permet notamment de publier directement sur les sites data.gouv sans coût supplémentaire grâce à l'offre Pastel, contractée pour la télétransmission des actes administratifs. Concrètement, lors de la télétransmission des documents obligatoires au visa de la préfecture, il suffit de cocher une case Open Data pour que la publication soit automatique. Les données ainsi transmises incluent les délibérations, les décisions du maire et les arrêtés. Bien que des réflexions aient été engagées pour aller plus loin, notamment lors de l'étude d'un nouveau site internet pour la commune, ces initiatives sont actuellement en attente pour des raisons principalement budgétaires. Il est important de souligner que cette ouverture concerne principalement des documents d'ordre général et rarement des documents comportant des données privées. L'objectif est de mettre à disposition de toutes les personnes intéressées un ensemble de documents sous une forme numérique permettant leur exploitation. Enfin, il convient de rassurer ceux qui pourraient penser que certaines informations sont dissimulées. Élus et agents sont à la disposition des citoyens de Salles pour répondre à toutes les questions concernant le fonctionnement ou les projets en cours de la commune. Il est souvent plus enrichissant d'engager une discussion directe que de se fier uniquement à l'analyse de données brutes issues de l'open data. Je vous remercie. Concernant les prochains conseils municipaux, veuillez noter dans vos agendas que le prochain conseil municipal aura lieu le 24 mars 2025 et le suivant le 14 avril 2025.
L'ordre du jour étant terminé, je clôture la séance. Bonne soirée.